Bonjour à tous, bonjour à toi, merci d'être là, bienvenue sur ma chaîne. Je fais juste une petite intro pour expliquer le concept. Je vais lancer une série de vidéos qui consiste à interviewer des gens comme toi et moi. Et aujourd'hui je reçois Christian que j'ai invité à déjeuner. Donc on a parlé de sa vie, de sa vision du monde. Je t'invite grandement à rejoindre notre conversation. J'ai fait le choix de ne pas parler de son métier, c'est-à-dire qu'il ne nous le dira qu'à la fin de la vidéo. Mais tu peux faire tes propositions en commentaire. Je m'excuse également pour toutes les imperfections. Je me lance, je débute, je vais m'améliorer. Ah, mais j'ai avalé une mouche, non ? Bref, la meilleure manière pour toi de me soutenir, c'est de commenter, de partager, de liker, d'activer la cloche. Et je te remercie d'avance pour tout ça. Et je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Eh bien bonjour Christian. Marguerite. Bienvenue sur Table d'Hôte. Merci. Eh bien ma première question, Christian, c'est tu fais quoi dans la vie ? Je suis retraité. Donc je fais... Et on fait quoi quand on est retraité ? On ne travaille plus déjà. Et ensuite on commence à découvrir une nouvelle façon de fonctionner, surtout de vivre. Avec... je dirais de faire passer ce qui nous passionnait jusqu'à présent, mais dont on n'avait pas forcément le temps, de le faire passer devant ce qui nous prenait tout le temps. Ouais. C'est-à-dire le travail. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que depuis l'âge de 3 ans, à peu près, hein, c'est l'entrée en maternelle, jusqu'à la retraite, moi c'était le 1er avril et c'était pas une blague, de 1er avril 2024, on fait ce qu'on nous dit de faire. L'école, collège, lycée, formation professionnelle, le boulot, voilà, et ça n'arrête pas jusqu'à cette date bénie, qui est celle de tout d'un coup, fais ce que tu veux quand tu veux. Et on fait quoi quand on se retrouve, on se lève le matin et on sait qu'on a du temps aujourd'hui, demain, après-demain. Alors ça c'est un peu, étonnant, parfois déstabilisant. Tu te réveilles et tu te dis, j'ai pas besoin de me presser. Et en fait on s'aperçoit qu'on est tellement conditionné que ça peut presque manquer. Et que du coup, alors moi j'en suis pas là pour le moment, je sais pas si ça viendra, mais on peut réorganiser sa vie de telle façon qu'on soit en charrette tout le temps, surchargé, bon. Et puis en fait c'est dans la tête en fait. Hein. Est-ce qu'il y a quand même les premières semaines où tu te dis c'est bon, je suis retraité, je fais ce que je veux? Oui et non. Parce que justement, je vais parler de moi, je peux aussi me raccrocher à ce qui a été et qui n'est plus. Comme j'ai eu une vie assez riche, en tout cas en rencontres et en expériences multiples, là tout d'un coup, c'est le fameux grand fossé, grand trou que craignent certains. Moi j'en suis pas là. Mais de se dire, ouais tu manques d'air quoi. Et est-ce que tu te souviens de la dernière fois qu'on t'a demandé ce que tu faisais dans la vie ? Non, j'ai pas souvenir de ça. Est-ce que c'est une question qui te met à l'aise ? Qui me dérange pas en tout cas. Et est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire comme métier ? Non, j'ai eu cette période comme tout le monde à l'adolescence là où on sait pas trop ce qu'on doit faire. J'étais parti sur une piste qui n'était pas la bonne parce que j'ai pas été accepté. Et puis après, ce vers quoi je me suis destiné, ça m'est, alors je dirais tombé dessus, par l'intermédiaire d'un copain qui m'a parlé de ça. Et en même temps, c'était le fruit aussi d'une façon d'être. Et j'ai prononcé ces mots qui reviendront peut-être, hein, le côté militant qui est celui de mon existence à moi. Voilà. C'est-à-dire d'engagement, qui font qu'à un moment donné, ça devenait très logique de faire ce métier-là. Mais au départ, j'y pensais pas du tout. Est-ce que je te pose cette question parce que moi je sais que ma génération, on peut être assez mal à l'aise de cette question parce qu'en fait quand on te demande tu fais quoi dans la vie, naturellement on fait référence au métier. Et c'est pour ça que moi je te demandais tu fais quoi dans la vie sans me parler de ton métier. Eh oui, et du coup j'ai répondu métier. Tu m'as dit tu fais quoi dans la vie, parce que tu m'as répondu je suis retraité. Oui, oui mais ça réfère au métier du coup. Tu vois, oui, c'est vrai. Je t'ai pas dit autre chose. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu as complètement raison. On se définit, la société nous définit par rapport au métier. Oui, c'est vrai que moi en ce moment, par exemple, alors je suis au chômage, mais je me suis pris une année pour faire mes projets. Quand on va me demander ce que je fais dans la vie, je vais être mal à l'aise et je vais répondre pas grand-chose. Et c'est pour ça que je te demande, est-ce que vous êtes passé par là, ta génération ? Pour les hommes, c'est moins compliqué, et même encore maintenant, je pense. Où c'était l'homme
chef de famille, c'est le mot qu'on utilisait, je ne sais pas si on l'utilise encore. Le chef de famille, le chef il dirige les troupes, hein, donc c'est lui qui ramène la gamelle, quoi. Donc le métier, voilà. Et on ne pouvait pas échapper à ça, quoi. Et en plus c'était des métiers, enfin c'était même quand moi je suis donc né en 58, donc voilà, ça a commencé dans les années 60, 70 plutôt, à imaginer ce que je pourrais faire. C'était toujours dans l'idée de garder un travail, parce qu'en plus c'était les fameuses 30 glorieuses, le plein emploi, etc. Le travail on le garde. Alors, on ne le garde pas forcément... Enfin, on peut changer de métier, mais l'idée, c'est on garde cette sécurité. C'est un mot que j'utiliserai beaucoup, ça, certainement. Mais ça, c'est moi, hein, après. Sécurité de l'emploi, sécurité de... Alors, à plus forte raison, quand une famille apparaît, quoi, avec femme et enfant, ou dans l'autre sens. Il faut un métier, il faut gagner sa vie, voilà, pour ne pas la perdre. Mais... Et du coup, dans cette génération-là, c'était plutôt ça. Et je vois qu'aujourd'hui, avec mes enfants, et mon fils, qui est en villégiature à l'étranger depuis quelques temps, la question se pose plus de la même façon. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut rebondir sur plein de trucs, et puis que voilà, j'ai un boulot aujourd'hui, je l'aurai plus demain, et je peux faire ceci ou cela, et c'est pas forcément le métier, mais c'est profiter un peu plus de la vie. Après... il y a la réalité, je dirais, socio-économique et politique qui fait que cette société-là nous amène encore nous pousse vers, voilà, je veux dire, à la limite, t'as pas le droit de vivre si t'as pas un métier, si tu gagnes pas ton argent. On te met dans la case... C'est-à-dire que maintenant, t'as beau avoir un master, une licence, une formation, tu vas pas forcément faire le métier qui est en accord avec ta formation ou ton master, et tu vas presque prendre un job qu'on dit alimentaire, parce que ça va te permettre de le faire partout dans le monde, parce que tu vas faire un job de serveur, mais en Australie, ce qui va te permettre de financer ton voyage, qui va te permettre... Et donc en fait, parfois, on fait plus du tout le métier qui est en accord en fait avec nos C'est ça. Je t'ai envoyé un questionnaire en amont de l'interview, et tu as répondu à toutes les questions. Déjà ? Donc j'en ai déduit que tu te connaissais bien. Je pense que je me connais bien, ouais. Comment on apprend à se connaître ? Est-ce que tu as toujours eu la sensation de te connaître ? Non. Faut accepter le regard des autres. Mais ce qu'ils disent de toi. Et ça, c'est pas de la tarte, parce que des fois tu crois renvoyer telle image, puis l'autre, ou les autres, ils te renvoient une image qui n'est pas celle-là, et tu te dis, non, je suis pas comme ça, quoi. Oui, et t'en veux presque aux autres de te voir comme ça. Voilà. Et donc du coup, pour apprendre à se connaître, tu dis il faut écouter les autres. Je vois ce côté, faut écouter les défauts, mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression qu'apprendre à se connaître, c'est... Il faut justement tellement se détacher de ce que tu montres, donc tellement pas se fier en fait à l'image que tu renvoies. Ça met du temps en plus, hein, apprendre à se connaître. Ben oui. Parce qu'il faut faire un certain nombre d'expériences, de prendre des gamelles, tu crées pas forcément du positif avec les autres non plus, hein, qui te le renvoient du coup. À un moment donné, puis voilà, tu as utilisé ce mot déni, oui c'est ça. On te dit ouais mais toi t'es comme ça. Alors bon, le truc de toi t'es comme ça, je l'ai fait comme tout le monde, j'essaye de plus en plus de m'éloigner de ça parce que ça fige complètement la personne et tu dis bah ouais, si je suis comme ça, je peux pas être autrement quoi. Mais combien de fois je l'ai entendu ça, toi t'es comme ça, mais je l'ai dit, c'est même pas que je l'ai entendu, c'est que je le disais aussi. Et le fameux comment il s'appelle, de Salomé là, Jacques Salomé, plutôt que de dire je sais pas, tu gueules, ça me fait mal, ou je sais pas, enfin tu gueules et on entend que toi, c'est de dire plutôt quand... Ah oui, la communication non violente. Ouais. Voilà, au lieu de dire c'est je ressens. Voilà, je ressens, j'ai mal quand tu cries comme ça. Alors je l'ai compris il y a longtemps, mais entre le comprendre et le mettre en acte, pas facile. Surtout dans le quotidien, parce que avec la vie, je dirais, ordinaire du travail, bon, tu peux arriver à gérer le truc à peu près, quoi. Ça devient plus compliqué en couple, avec les enfants, qui sont des révélateurs des failles. Moi je dis toujours, les enfants, ils savent te mettre le doigt où ça fait mal au moment où il faut pas, mais ils sont plein dans la cible, et ils te font monter dans le truc, voilà. Et ils y sont pour rien, mais n'empêche qu'ils savent faire ça, quoi. Et du coup, si t'as pas fait ce travail, et le problème c'est qu'on l'a souvent pas fait quand les enfants arrivent en plus,
D'où le travail thérapeutique nécessaire que j'ai fait à certains moments, moi, parce que effectivement, ça m'était trop en difficulté, moi, les autres, et voilà. Et ben, tu vas dedans, quoi. Tu dis voilà. Tu me fais chier, voilà. Bref, clair. Dire à un enfant, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. Oui, il est comme ci, il est comme ça, mais quelle est ta capacité à transformer ça, à accepter qu'il puisse pas faire autrement, parce que dans une évolution d'enfant, c'est normal qu'il puisse pas faire autrement. Et pendant ce temps-là, boum, on reçoit, quoi, des pains qui réfèrent à ce qu'on a vécu soi-même depuis le point zéro, et depuis la lignée machin, et peut-être même dans les vies antérieures, ce à quoi je crois, et qui fait que c'est extrêmement compliqué d'un tout en temps réel d'avoir une réponse adaptée, et qui soit pas douloureuse surtout, parce que voilà, ni pour soi ni pour l'autre, parce que c'est ça le problème en fait. J'ai envie qu'on parle de ce sujet, de la colère, etc. C'est vraiment. Et ben tant mieux. Dans ton questionnaire, je t'ai demandé quel était ton plus gros défaut. Tu m'as répondu colérique, mais je me soigne. Alors comment on se soigne? Je savais pas quel mot utiliser quand j'ai mis je me soigne. J'ai mis ça parce que tu sais, c'est le truc qu'on dit souvent ça. Je suis comme ça, mais je me soigne. Parce que je me soigne pas au sens, je vois pas de thérapeute pour empêcher la colère, etc. D'abord, elle s'estompe, heureusement, avec les années. C'est quelque chose qu'on t'a souvent reproché, justement, d'être colérique? Oui, bien sûr, parce que je peux être très vif en réaction, sans bouillant, dans l'affrontement, etc. Mais ce qui a été aussi une qualité pour pouvoir affronter un certain nombre de trucs que d'autres n'auraient pas affronté parce que j'y vais plein pot, quoi. Sauf que quand ça devient destructeur pour soi et pour les autres, faut gérer le truc, quoi. La colère, elle est pas... Moi, la colère, elle a été, et je crois que j'ai dû dire des choses dans le questionnaire autour de ça, répondre avec colère à une situation d'injustice, par exemple, je trouve ça complètement justifié. Simplement, cette colère doit être adaptée, mesurée, voilà, pas... Ah oui, c'est justement là où je voulais en venir, parce que toi, en plus, qui est militant, en tout cas qui fait des manifs, etc., qui veut dire militant, dit être renseigné sur ce qui va mal, en quelque sorte, et donc agrémenter sa colère. Maintenant, quand tu vas en manif, c'est ta colère qui t'y emmène, donc elle est de 1 légitime et de 2 elle sert quelque chose. C'est une cause, ouais. Mais en même temps, tu es obligé de faire de ta colère une arme un peu pacifiste, parce que si tu y vas en colère, tu casses tout. Ça casse tout. Et tu produis l'effet inverse, quoi. C'est ça. Tu justifies la répression d'en face, etc. Donc il faut la mettre au bon endroit. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans ma vie. J'ai ces deux côtés qui peut être extrêmement expansif et en même temps introspectif, c'est le mot que j'ai utilisé dans le questionnaire. Introspection par le fait de pratiquer la méditation, par exemple, quelque chose que je fais très régulièrement depuis un certain nombre d'années. Alors le zen, c'est quoi? Parce que dans l'esprit de tout le monde, le zen, c'est il est tranquille, etc. Oui, bien sûr, sauf qu'on n'est pas toujours zen. Bon. C'est en fait arriver à par une pratique, qui est donc la pratique de la méditation zen. Allez, je vais mettre je vais faire du gros doigt, comme on dit à la Réunion. Des guillemets, quoi. Ouais, des méga guillemets, même. C'est tellement réducteur ce que je vais dire. C'est en gros maîtriser son mental, ses émotions, et les adapter de façon plus harmonieuse au monde environnant. Voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, enfin, tu vas terminer, mais il y a sur le moment où tu es en méditation et là, tu fais un travail, mais est-ce que toi, tu remarques un travail, enfin une différence, un résultat sur la suite quand t'es pas en état de oui, parce que si tu le travailles conjointement, par exemple, à l'époque où moi j'ai parlé de la Réunion, j'ai vécu à la Réunion pendant 8 ans, et à l'époque je suis parti à la Réunion. Alors j'avais déjà pratiqué un certain nombre de trucs du côté de la méditation, mais vraiment zazen, c'est être assis, zen c'est la concentration. Zazen, je l'ai découvert à la Réunion, voilà, okay. Avec un mec qui pratiquait, etc. Puis après, j'ai beaucoup pratiqué, etc. J'ai même été ordonné. J'étais ordonné moine. D'accord, oui. À cette époque où j'étais à la Réunion, c'était la deuxième guerre du Golfe. Donc politiquement, parce qu'en même temps j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, à la CGT. Donc moine zen, CGT. Ah mais t'es passé devant l'autre fois, non? Oui, je sais pas. Hier, il y a eu une manif, mais je suis pas allé. Non, pas hier. J'avais la flemme, il faisait trop moche. Je voulais pas me faire la gueule.
Non. Engagé. Militants selon la météo. J'en ai fait d'autres et j'en ferai d'autres. Donc, peu importe. J'avais posé la question d'ailleurs, il m'avait donné sa réponse à un moine que je connaissais, Zen, qui enseignait et qui était venu nous faire ce qu'on appelle une session, une session assez intense. Et à un moment donné, il y a un jeu de questions-réponses que tu peux faire soit dans le dojo, quand tu pratiques avec, soit en individuel. J'avais fait en individuel, j'avais été le voir et j'avais dit est-ce que c'est pas antinomique à la fois d'apaiser le cerveau, l'esprit, etc. dans la pratique de zazen, parce que quand on fait zazen, on est assis sur un coussin face au mur pendant des heures entières, quoi. Bon, c'est séquencé, mais enfin quand même. Hein. Et on respire et on abaisse le mental. Et inversement, quand tu es dans la rue et que tu gueules contre les Américains qui bombardaient dans tous les sens en Irak, bon. Et je lui avais dit, mais j'étais un peu tiraillé dans les deux parce que je faisais les deux en plus. Comme à La Réunion, en plus on se lève très tôt, à 6h du matin j'étais en zazen avec les copains dans le dojo. Et puis à 9h j'étais en manif avec tout le monde pour dire stop à la guerre en Irak, quoi. Et donc j'avais la tenue du moine d'un côté et de l'autre côté le chasuble CGT, quoi. Bon. Tu vois, ça paraît complètement fou. Oui, et oui. lui, il m'a confirmé, ce que je savais d'ailleurs, mais il disait, mais non, c'est pas... par exemple, la question de l'injustice. Dans la pratique de zazen, dans la pratique de la méditation, forcément, la question de l'injustice se pose parce qu'on commence à introspecter, de s'apercevoir que si on a un sentiment d'injustice, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, ou qu'est-ce qu'on a vécu, ou qu'est-ce qu'on en a fait vivre, etc. Et comment on peut moduler ça par le corps et par l'apaisement de l'esprit pour ne plus être dans les situations d'injustice, ne plus les vivre ou les faire vivre. Inversement, de l'autre côté, quand tu es dans la rue et que tu revendiques que tu combats pour un type de société, que tu en refuses un autre, c'est la même chose, quoi. Donc les deux trucs, et en fait c'est une question de proportion et de modulation. Voilà. Et il me disait, le moine en question, il me disait, mais à partir du moment, si tu es dans la rue et que tu lances des pavés sur la gueule des CRS, là il y a un problème. Parce que tu peux pas faire zazen et en même temps faire ça. Mais si tu es là et que tu as une ferme détermination, le plus calme possible, tu vois, à défendre ce point de vue-là pour empêcher une injustice, où est le problème? Oui, la colère t'emmène à militer, mais la colère n'est pas ton arme pour... Voilà. Alors moi, je suis jamais rentré là-dedans. J'ai fait énormément de manifs dans ma vie, mais jamais j'ai lancé un pavé sur qui que ce soit, quoi. Voilà. Alors après, peut-être je fais en sorte de pas me retrouver dans des endroits où ça pouvait dégénérer, parce que si on m'avait tapé sur la gueule, j'aurais couru comme tout le monde, mais si j'avais eu un truc sous la main, peut-être je l'aurais lancé aussi. Oui. Tu vois. Ouais. Mais bon, comment on provoque ou pas, quoi. De ce fait, est-ce que tu condamnes justement ces personnes qui peuvent peut-être lancer des pavés? Je suis persuadé, et c'est tout le paradoxe qui est le mien, hein, qu'à un moment donné, on est obligé de passer par des points de rupture, par des périodes de rupture. Tu vois, par exemple, moi, la Révolution française, c'est quelque chose de très important pour moi. La Révolution russe, pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était plus possible de continuer comme ça et que ça s'est pas fait en tartinant du beurre. Il fallait que ça saute. Donc si ça doit sauter, ça saute. Voilà. Et là-dedans, il va y avoir du dégât. Malheureusement, il y aura des injustices, des morts. Voilà. Alors est-ce que je souhaiterais qu'on puisse faire autrement? Mais la grande force du capitalisme, disons le mot, hein, c'est-à-dire celui qui gère le monde, hein, de la consommation, etc., c'est de te faire croire qu'on peut adapter le système. On peut le changer en s'adaptant au système. Ouais, mais on le voit bien, tu vois, avec les François Hollande, etc., je vais attaquer la finance. Petit à petit, il a cédé, puis à un moment donné, c'est lui qui se fait croquer, quoi. Et puis, c'est ceux qui sont en dessous qui se font croquer, mais il y a bien un moment donné où il faut dire stop. C'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Et s'il faut utiliser la force, si ceux d'en face, parce que c'est pas des poulets sortis de l'œuf, hein, ceux qui sont en face, hein, ils ont le matos, hein, ils sont prêts à tout faire pour garder leurs privilèges, quoi. Alors qu'ils gardent leurs privilèges, je m'en fous, mais leurs privilèges desserrent la totalité de la population, enfin une grande partie de la population. C'est un espèce de non-sens qui pour le coup me révolte et me font colère. Ouais. Et comment tu te considères comme pessimiste ou optimiste? Alors j'ai la chance d'avoir un grand fond d'optimisme.
qui fait que je crois toujours que ça peut changer et qu'on va y arriver. Ça, voilà. Et comment tu fais quand je vois que ça marche pas, ouais, pour garder cet espoir quand tu as une désillusion justement et que tu es conscient de tout ce qui va pas et que tu es en colère. Soit je regarde l'histoire dans son ensemble et je me dis quand même depuis l'homme de Cro-Magnon on a quand même bien progressé aujourd'hui, voilà. Par contre on est passé par des périodes terribles qui sont les guerres mondiales et tout ce qui va avec, mais qui ont généré aussi des progrès qui allaient en contrepoint. La Seconde Guerre mondiale par exemple, la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin, ça a été l'horreur absolue qu'on connaît, mais en même temps, c'est ce qui a permis de dire plus jamais ça. Et en même temps, on va mettre en place, par exemple, le Conseil national, je parle de la France, là, Conseil national de la résistance, avec toutes les idées de solidarité, etc., parce que c'était pas possible. Alors, je parlerai bien même d'un secteur, mais là, on va peut-être pas arriver à ce point-là, parce que je parlerai à ce moment-là de mon métier. Mais dans mon métier, il y a eu un gros progrès, parce qu'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, dans l'univers dans lequel j'ai travaillé, moi. En contrepoint, parce que c'était devenu tellement terrible, que finalement on ne pouvait que progresser, ou alors tout le monde finissait mal, quoi. Mais, donc c'est une façon soit de regarder l'histoire de façon globale comme ça, ou alors de regarder au contraire de façon plus courte, plus petite. C'est-à-dire que quand je vois par exemple les gens avec qui, dont je me suis occupé dans le cadre de mon travail, ou même des gens ordinaires de mon entourage, qui, alors qu'on pensait que c'était foutu, qu'ils changeraient pas, et que, bah si, en fait. Et ça, j'ai toujours eu, alors là, c'est une question de naïveté peut-être, et ben tant mieux, je vais la garder jusqu'au bout, j'espère, de croire que c'est toujours possible pour tous de changer à un moment donné son attitude et sa façon de faire. Je pense que tout ça, c'est possible. Voilà, et du coup, c'est l'optimisme, voilà. Après, je suis réaliste aussi, hein. Il y en a, si c'est pas possible, et qui font du mal, faut les arrêter, faut stopper, faut les emprisonner, je n'irai pas jusqu'à la peine de mort, parce que ça, je défends pas ce point de vue, mais d'ailleurs, j'ai mis dans le questionnaire oui, c'est vrai. Pour moi, la plus grosse réforme en France, c'était l'abolition de la peine de mort. Est-ce que tu as l'impression, parce que je pense qu'on est un peu similaires là-dessus, par exemple quand tu es dans un débat. Poisson, toi. Oui. Moi, c'était juste que, parce que je sais que oui, on est assez similaires là-dessus, et je sais que par exemple, pendant un débat, on peut être un petit peu brut et agressif. Ah oui. Et sauf qu'en général, nous, on se dit passionné plus que colérique. Et du coup, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses que la passion amène la colère ou l'agressivité ? Alors, ça peut être ressenti comme tel en face. Oui, c'est pas notre intention, mais mais d'un autre côté, ça nous tend. Oui, parce que la passion, ça tend. Oui, bien sûr. C'est l'énergie qui monte, on est très... c'est pas qu'on est tout puissant, c'est que ouais, je me sens porté par ce que je vis intérieurement, par ce que je dis verbalement, et que du coup j'ai une force de conviction qui peut, parce qu'on sait pas qui on a en face, ou même si on sait, mais on se rend pas compte de l'impact de ce que... Oui, c'est ça. Il y en a qui sont des boxeurs en face de nous. Et on ne se voit pas aussi. Bah oui. On ne se voit pas faire. Bah non. J'ai eu un petit retour comme ça une fois. Voilà, je défendais fortement mon truc, elle le sien, etc. Elle beaucoup moins fort que moi parce qu'elle n'était pas de ces personnalités-là. Et à un moment donné, elle me dit, en fait, avec vous, on peut pas parler, quoi. Et là, je me suis dit, putain, pourquoi... Alors je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça ? Oui, toi qui adore débattre, tu t'es dit, putain, je suis la personne que je ne veux pas être. Et on était depuis une demi-heure en train de parler, d'échanger des arguments avec force. Enfin, moi, parce que j'étais pétri de conviction par rapport à ce que je disais, qui faisait que... Et c'est ça, en face, et l'autre il te dit, t'entends pas ce que je dis, je lui ai répondu, mais si, j'entends, mais je le partage pas. Donc j'affirme ma conviction que... Mais pour elle, c'était vécu vraiment de façon très agressive. Oui, ouais. Tu vois, c'est... Il y a un côté têtu aussi. Avec toi, on peut pas parler. Et ça, on me l'a renvoyé, on me l'a renvoyé, parce que c'est aussi ma qualité, mais mon défaut, c'est que j'ai une force, je sais, et depuis un certain nombre d'années, que j'ai un impact à l'oral qui peut être très, très costaud, quoi, très, très puissant. Et je m'en suis servi plein de fois, alors à des fins militantes ou autre chose. Mais quand tu es avec des proches, là c'était plus le cercle familial, c'est pas vécu de la même façon du tout, quoi. L'autre il dit en gros, t'es un gros con qui m'emmerde, quoi. Ferme-la, ou écoute ce que j'ai à te dire. Ouais, l'écoute. Moi, c'est souvent ce qu'on me reproche, c'est
écoute jusqu'au bout. Et en fait, je suis tellement dans mon truc qu'il suffit de 3 mots et c'est bon, je pars, quoi. Voilà, alors t'imagines, moi à 60 années passées, je continue de temps en temps à avoir ce genre de truc. Alors je comprends avec la vivacité de ta jeunesse, toi tu fais, tu mets de la femme et... Ouais, et puis il y a un petit côté et puis la sensibilité aussi qui fait que tu peux partir dans, toutes sortes d'émotions, quoi. Et pour plus qu'on boive des coups là-dessus. Moi, il suffit d'un débat, mais qui n'a aucun rapport avec moi. Et en plus de ça, tu rajoutes de l'alcool, oui, mais c'est... Mais moi, on peut me parler d'un truc qui ne me concerne absolument pas, mais je peux en pleurer, quoi. Passion, ça veut dire souffrir avec, quand même. Hein. Bon. Alors, des fois, mais est-ce que ça se calme? Est-ce qu'on peut... ça se soigne? Alors, oui, ça se calme au fil des années, au fil des réflexions et de s'apercevoir quand même que, bon, on fait un peu de dégâts en face, quand même. Oui, parce qu'on n'a pas envie d'emmerder le monde. Enfin, moi, je suis pas là pour... Ouais, et puis pour moi, je me dis, mais comment font les gens pour être super calmes dans un débat? Ouais. Même dans... Ouais, alors... Parce que pour moi, c'est vrai que le contraire de la passion, ça reste l'indifférence quand même un peu. Oui. Et je me dis, il y a des gens, ils sont pas indifférents, ils sont dans leur truc, mais ils arrivent à garder leur calme. Je sais pas comment ils font. C'est un métier, mine de rien. Ouais, parce que... Comment on travaille dessus et est-ce qu'on peut réellement avoir du contrôle dessus, selon toi? Oui, mais on n'est pas tous égaux là-dessus, parce qu'on est... ça, c'est comme une pile. On parlait de pile, de batterie. Il y a des batteries qui sont tout le temps bien chargées à fond, et moi j'en fais partie. Et puis il y en a qui sont des demi-batteries, quoi, qui n'ont pas besoin de grand-chose. Enfin, pour prendre l'image de feu d'artifice, il y a le petit pétard et le méga pétard, quoi. Voilà, qui peut dégoupiller très vite. Bah, on a un boulot très conséquent à faire sur les raisons qui font qu'on dégoupille en plus, parce que c'est ça le vrai sujet. À quel moment on dégoupille? C'est ça. Oui, je pense que ça fait partie des solutions, c'est analyser les moments. Bah oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il existe des stages pour les gens violents, enfin un mec qui tape sa femme, etc. Moi, ma tata est assistante sociale et c'est ce qu'elle disait. Dans les stages, en fait, ils refont des situations et c'est à ce moment-là que tu te lèves et que tu tapes. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut que tu t'assoies, que tu t'isoles, etc. Voilà. C'est... Trouver des stratégies d'évitement. Ouais. Par exemple, dans une situation de colère, à faire des exercices tout simples de respiration ou de positionnement de la langue sur le palais, d'une certaine façon, avec certains types de respiration, pour au moment où la personne sent qu'elle va partir en 1, vite, immédiatement mettre un contrepoids de ce côté-là. Ça règle pas la question de qu'est-ce qui me met en colère, mais en tout cas, ça évite... Tu te concentres sur autre chose, en fait. Voilà, et puis, non, mais même c'est physiquement, parce qu'en fait, le cerveau, on a au centre du cerveau un petit bazar là qui s'appelle l'amygdale. Et cette amygdale, elle produit les hormones. Le plus connu, c'est l'adrénaline, et l'autre l'endorphine. Donc il y en a une qui énerve, enfin, pour caricaturer, et l'autre qui calme. Qu'est-ce qui nous énerve et qu'est-ce qui nous calme? C'est les sensations, c'est les perceptions de la situation qu'on a, à travers un mot qui nous est dit, ou à travers une sensation, quelle qu'elle soit, et qui font qu'à un moment donné, ça monte et ça déclenche des réactions qui sont celles, en l'espèce de la colère. Par exemple, si quelqu'un nous a dit un mot qui ne nous convient pas, et qu'on reste sur ce mot-là, on entretient. On fait gonfler, puis tout d'un coup, boum, ça sort. Et puis on peut pas arrêter la mécanique parce que, voilà. Alors comment tu contres ça? Soit tu travailles sur, effectivement, la raison pour laquelle ce mot-là me fait dégoupiller, ou alors, tout bêtement, sur quand ça m'arrive. Moi, j'apprenais, par exemple, à des gens à qui je travaillais, je leur apprenais à faire une respiration, par exemple, de respirer 5 fois par le nez comme ça, à peu près. Je vais le grossir un peu, mais c'est à peu près ça. Et tu fais ça au moins 5 fois de suite. Ok. C'est comme dans Desperate. Et je t'invite à le faire le moment venu, pas forcément maintenant, mais... Tu peux plus penser. C'est-à-dire que ça bloque la pensée. C'est-à-dire que ton cerveau, il est... Fanny l'a fait d'ailleurs il y a 2 jours, dans une autre situation, et elle m'a dit « Ah, j'étais shooté, parce que j'ai super respiré. » Ouais, c'est parce que c'est la suroxygénation du cerveau qui fait que tu as l'impression que tu es shooté. Okay. Ouais, même quand tu es tout seul, en fait, et qu'il y a de l'anxiété, etc., des pensées incessantes et tout, faut pas... Je leur disais aux gens, vous entendez un truc, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le bus ou je sais pas quoi, bah, pas obligé de faire beaucoup de bruit non plus, t'es pas obligé de faire... Mais vous faites ça tranquillement, vous allez voir, ça fait descendre votre... Voilà. Donc ça, c'est une façon de gérer la colère quand on y pense. Parce que le problème, c'est que Léo Ferré dit le drame dans le couple, c'est qu'on est 2. J'aime bien cette phrase. Parce qu'en fait, ça, c'est facile à dire quand on est comme ça,
sur une table. Si l'autre en face, il a envie de te piquer et puis il te lâche pas, ce mot-là, il va te remettre une dose derrière, etc. Alors bon, comment on fait, quoi? Sortir de la situation, évidemment, si possible. Des fois, c'est pas possible. Mais donc oui, en vrai, conclusion, c'est que, bon déjà, je pense que tu conseilles pas pour autant de garder pour soi. C'est-à-dire qu'à défaut d'utiliser sa colère, il faut dire les choses. Surtout pas garder pour soi. Parce Jamais, que ouais, c'est presque moi je suis pas physicien, mais j'ai au moins compris ça. Toute énergie qui est stockée, à un moment donné, il faut qu'elle sorte. Ouais. Ou alors c'est une batterie, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Ouais, je suis d'accord. On est des êtres vivants, il faut bien que ça sorte sous une forme ou une autre. Et plus t'attends, moins ça sort bien. Que tu chantes, que tu écrives, que tu gueules, enfin voilà, mais il faut faire sortir, quoi. Ouais. Sans quoi, ce qui n'explose pas implose. C'est aussi ça le truc, hein. Et puis on s'en aperçoit pas, mais à un moment donné, on devient dépressif ou on a un cancer de je ne sais quoi. Et c'est parce que ça a pété de l'intérieur. Bah ouais. Ouais, ça, on se rend pas assez compte à quel point le mental a une influence sur la santé. C'est assez fou. Le stress, l'anxiété et tout, mais en même temps, c'est presque anxiogène quand on est anxieux de se dire maintenant ça va jouer sur ma santé si je me calme pas, hein. C'est un cercle vicieux. Alors, il y a aussi peut-être l'astuce si possible, de tarir la source du problème. Si ça vient de l'extérieur, le truc classique, c'est la télé. Fous des images qui te plombent sans... n'allume pas ta télé. Tu n'auras pas ces images, tu ne seras pas alimenté. Là où c'est difficile, c'est quand c'est à l'intérieur de soi. Oui, et puis pour revenir à la colère, je pense aussi que quand on est en plein dans le conflit, à ce moment où on n'est pas forcément apte à respirer ou je ne sais quoi, faut partir, faut s'isoler, faut sortir de la situation. Sortir de la situation, que ce soit définitivement ou sur le moment, mais faut pas s'obstiner en fait. Sauf que ça dépend comment tu as été constitué depuis le point zéro, depuis ton enfance. Moi, j'ai toujours été dans le fighting, affrontement. Parce que je pense que je suis un peu comme ça, puis parce que ça m'a été transmis comme ça. Mon père qui vient de décéder, c'était ça. Fallait y aller, quoi. Au charbon. Donc il a transmis ça. Alors ça a eu cet effet-là sur moi, ça l'a eu un peu moins sur mon frère. Et voilà, quand tu es constitué comme ça et que tu apprends à... tu es obligé de modifier tes paramètres. Quitter la situation, c'est pas forcément être lâche, c'est pas forcément abandonner, c'est pas forcément... c'est aussi gagner une certaine victoire sur toi-même. Parce que plutôt que de taper la tête contre le mur, parce que comme dit il y a une petite blague qui dit tu te mets la tête dans le mur, c'est le plus intelligent qui cède le premier. Voilà. Eh ben, c'est très intéressant que tu parles de ça, parce que tu m'as écrit que selon toi, ton plus gros trait de caractère, c'était la pugnacité. On dit pugnacité. La pugnacité. Bref, le fait de ne rien lâcher. Alors que c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Oui et non, moi je suis pas d'accord. Enfin, justement, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que ne rien lâcher, même si c'est une qualité, ne rien lâcher, la combativité, ne pas abandonner, etc. Et je te poserai des questions après, mais est-ce que c'est grave de lâcher? Non. Quand je disais rien lâcher, ça peut être y compris vis-à-vis de soi-même. C'est pas... Effectivement, moi je l'ai écrit comme ça dans le sens de combatif. Toujours aller au bout, se dépasser, essayer de faire... Bon, mais à un moment donné, ça peut être ne rien lâcher, c'est s'adresser à soi-même et de se dire, tu vas lâcher là-dedans, tu vas lâcher, et tu lâches pas le fait de rien lâcher, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est... Oui, tu te regardes dans une glace, tu te dis, mais... T'es toujours aussi con, t'as toujours pas compris, t'as créé encore les mêmes difficultés, et tu continues comme ça, mais tu vas pas te laisser avoir par toi-même. Tu vas rien lâcher tant que t'auras pas combattu ça. Il n'y a jamais de deadline, quoi, en gros. Tant que, en tout cas, ça provoque des difficultés pour soi et pour les autres, il faut pas mettre une deadline, quoi. Mais on doit être aussi pugnace vis-à-vis de soi-même qu'on peut l'être vis-à-vis de celui d'en face, quoi. En respectant l'autre et soi-même, et ça c'est compliqué. Qu'est-ce qui dans ta vie t'a demandé le plus de ne rien lâcher? Je saurais même pas répondre à ça. Parce que il n'y a rien qui m'a demandé de rien lâcher, c'est que pour moi c'est normal de pas lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Et je me souviens d'une fois,
À l'époque, j'habitais à Paris, et puis je décide de descendre en vélo chez mes parents, en Charente. Donc 450 km. J'y vais en vélo. Et j'avais quand même tapé 450 bornes il y a un petit peu plus tôt. Je suis pas un coureur de Tour de France, moi, tu vois. J'étais bien, mais quand même. Et j'avais un truc que j'avais pas mesuré, c'est que j'étais face à la mer. Enfin, Cognac-La Rochelle, tu vas en direction de la mer. Et évidemment, je prenais les petites routes. C'était que des trucs comme ça. Que du vent, de face. Et j'étais sur ce putain de vélo, et je me disais, tu lâcheras rien, tu descendras pas du vélo. Tu vois, je me disais ça, personne, j'aurais très bien pu m'arrêter. Et puis parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est lâche tout. Bah, on a le droit de ne rien lâcher tout en changeant d'objectif. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que tu as le droit de lâcher ça, parce que est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple, d'avoir un objectif en tête sur le long terme, et puis de changer aussi, d'avoir envie d'autre chose, et après tu t'obstines à te dire oui mais j'ai commencé ça, faut que je le finisse, alors qu'en fait c'est plus en accord avec toi. Arrive la culpabilité qui va avec là. Bah oui, c'est ça. Là, je m'étais promis que, ou je lui avais promis que, et là je suis à moitié de la route, et bah ouais, mais c'est la vie quoi. Et ça c'est compliqué parce qu'on est pétri de convictions, de la pression sociale aussi qu'on nous met sur le dos. Maintenant, tu sais, la société des objectifs, là. Qu'est-ce que c'est important, les objectifs. Dans mon métier, là, à chaque fois que j'entendais ce truc... La productivité. D'objectifs opérationnels, et ils ont des tas de mots de la novlangue, là, qui me fatiguent. Et bon, alors bien sûr qu'il faut avoir des objectifs. De toute façon, pour manger, j'ai un objectif, c'est manger. Je sais bien qu'il va falloir que j'aille faire des courses, cuisiner, prendre le temps de nettoyer les trucs, enfin... Tu vois, mais je reçois un coup de fil et que le plat que je devais préparer, je peux pas le préparer parce qu'il faut que je bouge sur autre chose, ben j'adapte. Ouais. Question d'adaptation. Hein. Et en ce moment, avec votre génération, vous avez intérêt à savoir vous adapter, hein, parce que ça va à la vitesse grand V. Et là, nous, on était façonnés de façon un peu rigide, quoi. T'as un boulot, tu l'as pour toute ta vie, à la fin de ta carrière, tu seras comme ça, comme ça. Aujourd'hui, non seulement... c'est plus tout à fait comme ça parce que ça bouge, les paramètres ils bougent énormément. Et puis vous en avez plus envie en plus, je crois. On l'a bien vu d'ailleurs avec le Covid, les gens qui abandonnent des métiers. Et ça m'effraie, hein, parce que je me dis putain, le formatage, on est quand même des beaux gens, petits moutons quand même. Hein. Sans déconner. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on a le choix à partir du moment. Tu fais quoi quand on te dit si tu sors, t'as une amende? Quand t'as pas de sous. Et ben c'est là que tu peux mettre de la distance et de la raison. Alors c'est facile de le dire aujourd'hui, je sais, j'ai fait comme tout le monde. Hein. À un moment donné, je l'ai signé ce putain de papier pour arriver à sortir. Même pas faire viser le chien, parce que j'ai pas de chien. Mais non mais tu vois, je dis, alors qu'en fait la réalité, si. Et je me le disais à ce moment-là, je dis mais attends, combien il y a de flics. Un peu de raisonnement. Combien il y a de flics en France? Combien il y a 67 millions de Français et je sais pas combien, plusieurs milliers de policiers répartis sur un territoire qui est quand même assez grand quoi. La probabilité pour que je tombe sur celui qui va me coller 135 € d'amende. Bah oui, mais c'est exactement la même probabilité que tu te prennes une amende là parce que il est 15h24 et que ça fait 24 minutes que t'as pas payé. Exactement. C'est la même chose. Et du coup, mais le terme qui vient derrière, c'est la peur en fait. Et la peur de se faire c'est ça, voilà. C'est ce qui nous, qui génère une. On avance beaucoup à la peur. Prenons cet exemple tout à fait simple. Là. Bon, et alors? Elle va passer, elle va me coller 35 € d'amende, je vais mourir? Je vais pas mourir. Ah bah non. Tu vois? Non, c'est clair. Voilà, mais je peux aussi me décider non, que... Ah putain, oui, effectivement, ça fait 24 minutes, vite, je cours... Ah bah oui, c'est sûr. Oui, c'est même, je pense, des tempéraments aussi, des traits de personnalité. Voilà. Soit t'es... On verra bien. On verra demain. Ouais, puis je pense... On verra demain, c'est pas... C'est pas ton personnage qui dit ça dans son Scarlett O'Hara? Putain, je crois que je viens de faire un mur de fou là. Scarlett O'Hara. On verra bien demain. Elle me plaît bien, Scarlett. Personne n'est spécialiste. Ce nom m'est arrivé parce que je trouvais que c'était un archétype pas mal. Quand même. Oui, sur la combativité. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai failli t'en parler de Scarlett O'Hara parce qu'il y a cette combativité, mais il y a aussi cette agressivité. Et se servir de son agressivité pour. Et est-ce que vraiment ça sert l'agressivité? Ça sert à survivre déjà. Parce que si t'es pas agressif, à un moment donné, l'autre il va te manger. Hein. Ouais, mais tu vois, moi c'est ce que je disais à Tristan l'autre fois. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, justement, alors oui, il y a ce truc, te laisse pas faire, j'ai pas envie d'être une victime, etc. Mais moi, ça m'énerve qu'on soit dans un monde où justement on t'inculque
que être trop naïf, c'est être manipulé, que être trop bon, c'est être trop con, que être ceci, que... Ben, en même temps, on ne va jamais aller vers le bon et la paix si on nous dit tout H24 de se défendre, de se méfier, il vaut mieux être un petit peu du côté mauvais pour pas se faire derrière. Mais du coup, je me dis, mais comment on avance en pensant comme ça? Attention à tes mots quand même. Pardon. La caméra va... Ah, YouTube. Oh non. Ne pas se faire avoir. Oui, bah, oui. Comment on fait pour ne pas se faire avoir? Déjà, ouais, mais tu sais, c'est une question de proportion en fait et d'équilibre. Parce que sans être dans l'angélisme, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors qu'en fait il y en a qui vont t'arracher la tête et te manger dans le cou. Parce que ça peut aussi arriver. J'habitais chez mes parents, un peu plus à l'époque, j'avais fait du stop. Le mec me ramène chez moi, puis je dis au mec, bah, t'as pas bouffé, bah viens, on va te faire manger. Donc bon. Et bon, mes parents, ma mère, ça allait. Mon père, sur le moment, il dit rien, puis après il dit ouais, mais quand même, tu vas pas ramener les gens, je sais pas, attends, le mec qui m'ont servi, tu vois. C'était pas dans son paramètre. Et là, s'en est suivi une discussion sur faire confiance ou pas faire confiance. Et évidemment, tu vas toujours trouver des exemples et des contre-exemples qui te disent que oui, mais tu sais, moi, une fois, je me rappelle même de son exemple à la con, je crois qu'il avait dépanné un mec en lui donnant un bidon d'essence, voilà, puis l'autre, il avait dit je reviens, je te ramène le bidon d'essence, il avait jamais ramené le bidon d'essence. Donc pour lui, tout ce qui était... donc c'était suspect, tu vois, l'étranger... que tu connais pas, que c'était suspect, etc. Une question d'équilibre par rapport à ta question, là, c'est ça. C'est presque schématiquement, je dirais, c'est entre le cœur et la raison. Pour moi, il faut que le cœur sentir un peu les choses. Si tu sens qu'il y a une personne qui est en difficulté, et à un moment donné, la raison, c'est... Prenons l'exemple de mon père, parce que c'est l'actualité, mais c'était quelqu'un d'assez... il était élevé à la dure, hein, avec des humiliations, tu sais, ordinaires, je dirais, tu vois. Et pendant quelques temps, du coup, on va manquer d'une caméra aussi, mais vous allez faire avec. Je rigole, abonnez-vous. Oui, je voulais revenir là-dessus parce que mon père, il n'a pas changé, enfin, il s'est, comme tout le monde, un peu amolli, on va dire, au fil des années. Mais quand même, il est resté avec une personnalité dure, rigide plutôt. C'est moi qui ai dû concéder un certain nombre de trucs avec mon évolution à moi, pour permettre de rentrer dans un rapport avec lui qui soit complètement différent de ce qu'on a eu, on va dire, la première moitié de ma vie, ou le bon tiers de ma vie, qui était le plus dur en plus, parce que enfance, adolescence, enfin les trucs un peu fight quand même, et qui ont permis qu'à la fin, et bien vraiment à la toute fin, même quand il est décédé, donc, il est mort dans la nuit du 20 au 21 avril, 3 jours avant, j'ai pu aller le voir, parler avec lui, lui dire des choses qui auraient été inconcevables auparavant. Et lui, à ce moment-là, il pouvait plus parler, mais je voyais qu'il était encore là, tu vois, j'ai pris les mains, enfin, je veux dire... Et je sais que j'ai pu le faire parce que j'avais réduit ce truc-là, j'avais transformé en moi quelque chose qui a permis de faire ça. Et que du coup, lui, bon, il était un peu... prisonnier de la situation parce qu'il ne pouvait plus bouger, mais il acceptait, je sentais que ça impactait, quoi. Ouais, donc on peut changer ce truc-là, mais ça demande du temps, ça demande du travail sur soi, ça demande... voilà, Et pourquoi tu penses qu'on attend toujours le dernier moment? Ah, non, parce qu'on est trop con, je crois. De pas se s'apercevoir. C'est la meilleure des réponses. Ben oui, mais parce que... C'est vrai. On devrait... Là aussi, il y a un adage qui dit, je sais plus comment ça se dit, mais en gros, vis ce moment comme si c'était le tout dernier. Bah oui, parce que si tu me disais, tu meurs dans 5 minutes, là, c'est quoi l'urgence des 5 dernières minutes qui restent, quoi? Il n'y en a qu'un, c'est de dire aux gens qu'on les aime, quoi, c'est tout. Pour moi, c'est ça, le bing bing, le gros cœur qui va clignoter de partout, quoi. Donc je pense qu'il faut... et ça, on s'en aperçoit, mais c'est aussi, c'est l'expérience de vie. Quand on a des enfants, quand on a vécu un certain nombre de situations, ou vu des situations, petit à petit... si on n'est pas un bloc de marbre, parce que je pense que personne n'est un bloc de marbre, si on ne s'entretient pas pour rester un bloc de marbre, je pense aux idéologies négatives comme par exemple les nazis, tu vois, et encore même eux, c'est complètement fou, quoi. Comment un mec comme... j'ai été voir ce film là qui s'appelle... Zone d'intérêt. Ouais, Zone d'intérêt, tu l'as vu? Ouais. Ah. Comment ce mec, j'aime mes enfants, les gars, je joue... Et de l'autre côté, quoi, tu vois? Mais du coup, lui, il s'est fait un bloc de marbre idéologique qui fait que ça rentrait dans son... Le reste ne rentrait pas dans sa logique et qui fait que même jusqu'au dernier moment,
l'autre n'existe plus, quoi. J'ai peut-être un peu forcé la dose à une époque, j'ai fait des conneries, entendre que... recevoir les retours aussi, hein. Un mec comme mon fils Arthur, il cache le pépère, hein. C'est sa grande qualité, je l'adore pour ça aussi. Mais lui, il te l'envoie pas dire, hein. Il te rappelle, il dit, ah dis donc, tu te souviens quand là tu disais ça et tu disais ça. Bon, bah ouais, mais oui. Je veux dire, il faut aussi accepter que l'autre, il l'ait vécu comme ça. Parfois, je suis pas d'accord. Ouais. Parfois, je suis pas d'accord. Je dis, bah non, c'est pas ça que j'ai dit. Ou je l'ai pas dit comme ça, ou tu l'as reçu comme ça, mais c'est pas ça. Mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, quoi. Il l'a vécu comme ça, tu l'as vécu autrement. Et ça l'a constitué comme ça m'a constitué à moi. Enfin, c'est un travail de permanence, en permanence de... J'avais un copain à l'époque, tu vois, je parle déjà comme des vieux, qui disait... à propos du couple, il disait le couple c'est un travail. Ouais. Alors sur le moment, moi j'étais en couple déjà, avec ma première, la mère de ma grande fille, bah, j'ai compris hein, après, hein, parce qu'effectivement c'est un réajustement permanent. C'est quoi? T'as deux personnalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, chacun s'est constitué et puis tout d'un coup, boum, on met ensemble et puis on dit ça doit marcher. Ouh, bah c'est pas si évident que ça quand même l'affaire là, tu vois? Ça peut marcher. Mais... Moi je pense que faut pas essayer de se fusionner pour que ça marche, c'est vraiment genre il y a une personne, une autre personne et on crée une troisième ensemble, s'il faut une entité quoi, enfin on crée quelque chose à deux mais oui mais tu vois tout ça a beaucoup bougé maintenant, ça y est, c'est à peu près rentré de plus en plus dans les mœurs si je puis dire, mais à une époque c'était pas possible quoi, tu vois, ma mère me le disait d'ailleurs, avec la pression sociale, l'incapacité qui était donnée aux femmes de se libérer quand même quoi, vous avez eu le carnet de chèques qui appartient de 1945, les femmes, hein, le droit de vote pareil, enfin... Ouais, puis même, on met toujours tout aussi sur la relation amoureuse, le couple. Alors c'est vrai que les sentiments amoureux sont bien plus passionnés qu'une relation amicale, mais on oublie aussi de rappeler que ça reste une coloc aussi la plupart du temps. Et qu'une coloc, bah, c'est pas facile quoi. Je veux dire, tout le monde n'est pas compatible. Est-ce que tu pourrais être en coloc avec tous tes amis? Ah bah non. Voilà. Ah bah non. Il y en a avec qui je serais content d'être pendant 3 semaines, d'autres avec qui pendant 6 mois, et puis surtout de me retrouver à un moment donné, moi quoi. Tu sais la question du lit. Partager le même lit. Ouais, mais tu sais que quand j'étais petite, moi j'ai toujours dit, c'est triste là, je dis, moi plus tard j'aurai ma chambre, parce que ma chambre ça a toujours été mon endroit. Justement après le Moyen-Âge, jusqu'au Moyen-Âge, c'est l'Église catholique en fait qui a imposé le plumard comme le lieu de réunification de l'homme et de la femme là, et incontournable. Forcément qu'on partage le même lit. C'est une connerie. Je pense que c'est une connerie. On peut avoir le même lit quand on a envie d'y être. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'existe plus... Alors, on peut se les attribuer et se dire, ben, moi, je vais me caler dans le bureau, je vais être tranquille, machin. C'est la question des moyens. Mais il n'existe plus son lieu, son endroit, quoi, une fois que t'es adulte. Ouais. Ta pièce. Moi, tu te souviens, je disais toujours, quand je disais qu'on allait emménager ensemble, je disais, mais moi, je veux ma pièce. En fait... J'en parlais il n'y a pas longtemps. Il semblerait que le dernier endroit, le dernier hôtel de la solitude, pour beaucoup, ce soit la voiture. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et oui. Et en plus, tu peux te barrer, tu peux te mettre de la distance avec la voiture en plus. C'est-à-dire qu'il y a... Ouais. Et ce moment, on est seul avec soi, avec ce qu'on aime, sa musique. Tout à fait. Oui, parce qu'on parle d'écologie et on pousse au covoit, etc. Et c'est vrai que t'en as qui vont dire, mais attends, mais moi je vais pas faire du covoit. C'est le seul moment de ma vie où je suis seule. Aujourd'hui, je suis divorcé. Ben, je me sens très très bien en tant que personne divorcée, tu vois. Je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai vécu pas mal d'années en couple, et sur plusieurs couples en plus. Donc je sais ce que c'est. C'est pas une fin en soi. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais rien qui dure. Alors, si c'est douloureux, on a l'impression que ça va durer une éternité parce que c'est douloureux. Si c'est au contraire très très plaisant, on a l'impression que ça va durer une seconde parce que merde, c'est plus là. Bah oui, mais parce que c'est impermanent, parce qu'il n'y a jamais rien qui dure. Tout le temps, ça se transforme sans arrêt. Mais on voudrait repousser ce qui fait mal et retenir ce qui fait bien. La dernière question que je voulais te poser avant de passer au dessert, c'est que je t'ai demandé du coup le plat qui te rappelait ton enfance et tu m'as répondu le riz au lait. Pourquoi? Pourquoi le riz au lait? On n'était pas des pauvres, hein, mais on était, voilà, modestes, quoi. Et
donc la modestie aussi, y compris dans la cuisine, mon fils qui cuisine très très bien, aujourd'hui il l'expérimente, souvent des grands plats sont venus des conditions sociales des gens, en fait, tu vois, le pot-au-feu, complètement, les trucs comme ça. Même la blanquette de veau, hein. Voilà. Le rougail saucisse là. Le fameux d'Arthur aussi là, il est connu pour son rougail saucisse maintenant. Alors moi je suis connu pour ça aussi, mais lui il me bat maintenant sur ce terrain-là. J'ai mangé son rougail. C'est la relève. Ouais, je lui ai dit là. Bravo mon fils. Ça venait de. Alors le riz au lait, c'était ça quoi. Quel est le plat qui coûtait pas cher, qui est bon, parce que dans le riz au lait tu mets aussi un peu de, je sais plus ce que c'était, de la vanille je crois, ma mère dedans, et puis que tout le monde mange quoi, et qui tient encore pour le petit comme pour le grand quoi. T'as vite fait de nourrir un bébé, un petit avec ça, et même un adulte, hein. Si tu prends 2 portions de riz au lait, tu peux aller faire dodo. Hein. C'est vrai. Eh bien je te propose qu'on passe au dessert, parce que je t'ai fait du riz au lait. Yes. Maman, si tu m'entends, parce que c'était ma mère qui faisait le riz au lait. Mon père savait cuisiner bien aussi, mais c'était ma mère. Alors, je suis pas sûre qu'il soit aussi bon que ta mère, mais on va voir, parce que c'est mon premier riz au lait. Ma madeleine de riz. C'est la première fois que j'en fais un. Bah oui, non mais oui. C'est génial. Maman, si tu nous écoutes, voyons. C'est une pub. Eh bien, go, hein. Allez-y. C'est bon. C'est bon. C'est le stress. Mais ils sont cuits, les grains de riz? Ouais, c'est vrai, on l'a recuit, ouais, attends. Non mais c'est parfait, non, il est très très bon. Ça marche? Ouais, ça marche, hein. Ça marche très Tu ne le manges pas, toi? Tu vas même pas essayer Non, je vais peut-être goûter. Ah, ma mère, elle mettait au frigo aussi, donc... Mais c'est vrai que c'est bon. Ouais, c'est bon, le riz au lait. Très bon. Non, merci. Non, ça va. Mais je pourrais le bouffer sans le riz dedans, moi. On a encore perdu la caméra, mais c'est pas grave, vous ne verrez pas Christian de près. Moi, je voudrais pas dire, mais c'est de la censure. Moi, je pense que ces gens-là me censurent. Ouais. C'est l'ésotérisme, on n'en veut pas, quoi. Comment tu fais pour continuer de croire au grand? C'est bien, t'as pas dit Dieu. Oui, mais parce que ça veut tout et oui, voilà. Oui, c'est bien. Donc comment tu fais pour croire au grand, continuer de croire au grand après une désillusion ou une déception profonde? Ça dépend du regard que tu portes sur... tu vois, enfin, je vais prendre un exemple un peu bébête, mais si tu regardes une fleur complètement sèche, morte, parce qu'elle a mal poussé, etc., mais qu'à côté, tu as une pâquerette qui est super belle, regarde la pâquerette, quoi. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a les deux qui peuvent cohabiter, mais que je choisis de regarder ce qui est beau et ce qui peut marcher, etc., quoi. Et ça n'empêchera pas qu'à un moment donné, je vais croiser la route d'une fleur séchée ou d'un truc qui était complètement pourri, parce que ça peut m'arriver, parce que... Tu vois, il m'est pas arrivé quelque chose aussi dramatique que celle qui pour moi est le must du must que j'ai écrit dans le truc là, dans le genre descente aux enfers, ça serait de perdre un enfant. Bon, comment on peut survivre à ça? Il faut survivre à ça, malgré tout. Moi j'ai une foi, alors ça c'est une foi au sens large, alors, hein, pas foi en Dieu. Je suis persuadé qu'on ne fait que... C'est ce que j'ai dit à mon père d'ailleurs, juste avant qu'il s'en aille, le jeudi précédant sa mort. Parce que lui, il n'avait pas de conviction particulière par rapport à ça, mais je me suis dit, bon, comme il était très pragmatique, mon père, il se posait pas... Je me souviens une fois, il m'avait posé la question avec mon frère. Alors à l'époque, il n'était pas encore tout à fait malade. On lui disait, mais papa, qu'est-ce que tu penses pour après, là? Il y a quelque chose pour toi, t'en as peur, t'en as envie, tu penses que tu vas rejoindre maman parce qu'elle est partie ou... Bon, il a marqué un temps d'arrêt, il a fait... ça résume bien le personnage. Alors il avait une maison en Charente, là, et puis il y avait un mur qui se construisait sur le côté route. Et il était en construction le truc. Et là, il a marqué un temps d'arrêt, il a fait, non, ce qui m'emmerde, c'est que... Qui c'est qui va finir le mur, là? Je trouve ça génial. Ah ouais, carrément. Je trouvais ça génial, tu vois, mais en peut-être c'était naturel, tu vois, c'est pas ma préoccupation, ça rentre pas dans mon paramètre. Sauf que moi, quand il est parti et que là, je savais que il allait, enfin lui, il savait aussi, hein, il en avait marre d'ailleurs, il disait, il faut que ça finisse parce que il en avait ras le bol. Bon, je me suis dit, lui, il va passer de l'autre côté. Moi, avec ce que je sais ou je pense savoir sur ce qui se passe de l'autre côté, il faut quand même que je lui donne un certain nombre d'infos. Tant pis si j'ai tout faux, mais au moins qu'il se retrouve pas comme un con de l'autre côté à dire, il fait quoi là? Donc je lui ai donné un certain nombre de pistes.
Je lui ai dit, j'ai pris un exemple tout con, qu'il pouvait entendre. Je lui ai dit, tu sais papa, tu vas quitter ton corps là. C'est comme quand tu quittes ta bagnole quoi. À un moment donné, elle marche plus. Tu la fais au garage ou tu la mets à la casse et tu changes de bagnole. Bah tu vas faire la même chose. Pourquoi je lui ai donné cet exemple-là? Parce que moi je pense ça. Parce que je pense que quoi qu'il en soit, et là c'est vraiment un gros optimisme, on ne peut aller que vers le meilleur. Parce que là, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais la lumière triomphe toujours sur l'ombre. Hein. Même si la lumière crée l'ombre, parce que s'il n'y avait pas la lumière, l'ombre ne se créerait pas sans la lumière. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, que j'associe aussi avec l'amour et... Bon, voilà, après c'est une question de conviction. De conviction, d'expérience aussi, parce que je suis déjà sorti de mon corps, donc j'ai déjà vu des trucs bizarres. Tu parles de la colère. Mais encore ce matin, tu vois, il y a un truc qui me... Et tu vas me comprendre toi, en tant que petit poisson que tu es, toi aussi, c'est la limite. Moi tu sais, les poissons, on a envie d'illimiter. Mais la limite là, celle-là qui nous est imposée par la matière, si tu savais ce qu'elle me pèse et ce qu'elle me fait chier pour être clair. Alors, ce matin, je bricolais, je préparais un truc pour manger, et je me tape la gueule dans le truc, mais je rentre dans une colère noire de ça, tu vois, de dire, j'en ai marre, je le formule, hein, j'en ai marre de cette matière, j'en ai marre de cette limite. Tu vois, parce que c'est le corps, quoi. On a beau vouloir échapper, c'est limité, quoi. Et en plus, ça fait mal si tu te tapes dedans. C'est ce que j'entends. C'est la dégradation, quoi. Le fait de se dégrader, le fait d'avoir mal, et ben, il y a aussi ce côté de... Enfin, moi, quand je me vois saigner, ça me ramène à mon rapport d'être humain et mon côté mortel. C'est ça que je veux dire. C'est que oui, on est limité dans notre corps, et heureusement, parce que, effectivement, si... j'avais pas cette peur de la mort, par exemple, je serais... Ouais, tu serais tout puissant, tu pourrais écraser tout sur ton passage. Exactement. On est d'accord. C'est notamment ce qui me fait peur avec les intelligences artificielles. Oui, complètement. Oui, parce que tu as en face de toi quelqu'un qui a une peur incommensurable de la mort. Et lui, il a en effet pas de croyance, donc forcément, il ne peut pas se rattacher à se dire que potentiellement, on est dans presque... La terre c'est l'enfer et il y a mieux qui nous attend, quoi. Lui, il peut pas se réfugier là-dedans. Ouais. Ah mais ça c'est... Évidemment, c'est un sujet qui va me parler. Mais ouais, mais ça c'est terrible par contre, tu vois, pour moi, il y avait 3 catégories de personnes justement. Je voulais respecter ça aussi en disant les choses. Dans les moments où ça va pas, tu vois, dans l'adolescence notamment, à quoi tu fais référence là. Toi c'est pas forcément l'adolescence, mais tu as parlé de ces moments où à un moment donné, tu es plutôt en bas qu'en haut. Et j'avais envie de noir absolu, quoi, il n'y a plus rien. Donc la question se résout, puisque de toute façon, tu n'existes plus. Mais en même temps, c'est extrêmement angoissant. Je ne sais pas si ça l'est pour toi, mais de se dire, si, ça l'est. Ben oui. Évidemment. Ben oui. Évidemment, non, parce que ça peut être si tu penses que tu vas te flinguer, par exemple, si tu te flingues et qu'il y a le néant, tu dis, ben, j'arrête la souffrance, je vois plus rien, j'ai plus de conscience, j'ai plus rien. Et alors du coup, l'espérance ou la croyance, parce que c'est plus une croyance qu'une espérance, c'est plus que ça. Moi, je suis sorti de mon corps, j'ai pas fait exprès, je me suis retrouvé au plafond, j'étais là, à un moment donné, tu te dis, j'avais pas fumé, j'avais pas bu, j'étais tranquillou, mon pote était dans la pièce d'à côté, j'ai parlé de lui alors qu'il était en train de faire quelque chose, alors que moi, je suis pas sorti de l'endroit où j'étais, enfin, tu vois, et là, tu te dis, il y a un truc qui... j'étais pas encore empêtré en pétri de lecture, de tas de choses qui sont venues plus tard, mais c'est arrivé. Et là, tu te dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Même si on te dit, comme le cherchent encore à le dire certains neurologues, oui, non, mais c'est la fabrication du cerveau, oui, t'as raison, ouais. Je suis pas sorti de la pièce, je raconte ce qui se passe dans la pièce d'à côté, et que mon corps, il est resté là, qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est toute la question des... Oui, tu m'en avais parlé. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent, mais... Moi, j'ai jamais vu personne faire ça, j'ai jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui ne te croient pas? J'ai dit, entends ce que je te dis, maintenant t'es pas obligé d'y croire, chacun son expérience. Oui, parce que c'est ça, c'est sur ça que je voulais revenir, parce que je trouve ça super intéressant pour quelqu'un qui croit beaucoup et à plein de choses, que ta devise, en effet, ne croyez en rien que vous n'ayez expérimenté par vous-même. Voilà. Donc pour moi, ça veut dire que tu peux avoir des croyances, mais ces croyances, à un moment donné, elles passent aussi par une expérience, quoi. Et par une vérification qu'un temps soit peu, parce que sans ça, tu gobes tout et n'importe quoi, ça m'est arrivé. Hein. En grand utopiste que je suis. On va passer, je pense, à la dernière partie. Ouais. Donc est-ce que tu veux du thé, du café ou du lait au miel? Du lait au miel?
Le café. C'est standard. Ça, c'est la touche Guigui, le lait au miel. What is the quiz? C'est le quiz du café. Quiz du café. Non, c'est juste qu'en fonction de si les gens prennent un café, un thé ou le lait miel, c'est pas le même quiz. Ah oui, ok. D'accord. Oh, voilà, dis donc. Bravo. Si tu pouvais dire un ou quelques mots à l'enfant que tu étais, tu lui dirais quoi? N'aie pas peur. Quelle petite chose tu conseilles de faire pour rendre le monde meilleur? D'arrêter de gaspiller l'eau. Si tu pouvais choisir ton époque, tu choisirais laquelle? Je suis un grand romantique, donc je dirais le 19e, même s'il y a des inconvénients dans tous les siècles, mais allez, 19e. Qu'est-ce qui manque à la société dans laquelle tu vis actuellement? L'esprit de fraternité, d'égalité, de solidarité. Qu'est-ce qui est mieux qu'avant dans la société dans laquelle tu vis? Les progrès de la science. Est-ce que tu as un truc à nous dire que peu de gens savent? Si tu devais nous conseiller un seul livre ou film ou œuvre ou lieu. Bulgakov, donc l'auteur, Le Maître et Marguerite. L'histoire d'un bonhomme qui vit en Union soviétique et qui, à un moment donné, il rencontre un chat qui se trouve être le diable en fait, mais le diable pas forcément mauvais, mais un truc voilà, et qui du coup transforme complètement sa vie. Et alors c'est un roman qui oscille entre le réel de l'Union soviétique, et d'ailleurs il a été censuré à l'époque stalinienne, je dirais entre le rêve et la réalité quoi, parce que ce chat il est assez magique et il permet de faire un certain nombre de choses que la société ne permet pas de faire normalement. Merci beaucoup. Qui dans ton entourage me conseilles-tu d'inviter sur table d'hôte? Mon fils Arthur. Ok. Là tu vas vivre un grand moment je pense. Si t'es d'accord. Pour finir, quel est ton métier, Christian? Alors mon métier qu'on appelait, quand j'ai commencé ce métier à l'École nationale d'administration pénitentiaire, on appelait ça éducateur de l'administration pénitentiaire. Et ça a beaucoup évolué, mais à la fin, on appelle ça conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. En clair, ça veut dire prendre en charge des gens qui sont soit en prison, donc j'ai beaucoup travaillé en prison, travailleur social quoi, et ou de gens qui sont condamnés à autre chose que de la prison, parce que dans l'échelle des peines, il y a plein d'autres choses que la prison, et des gens qui sont à l'extérieur et qui doivent rendre un certain nombre d'obligations fixées par la juridiction, qui ont des obligations, et en même temps qu'on doit aider à dépasser tout ce qui a fait qu'ils ont commis un acte ou des actes de délinquance plus ou moins graves. Voilà. Okay. Donc c'est le travailleur social dans ce champ pénitentiaire. Tu savais pas, il te l'avait pas dit? Je l'avais compris. Ok. Donc tu aurais pu mettre le commentaire, genre t'aurais trouvé. Mais j'avais compris des discours en off. Ah, ok. Ah. Donc en regardant la vidéo, non. Ouais, parce que je pense pas l'avoir. J'ai fait allusion aux gens que je prenais en charge, mais. Ouais, non, mais c'était très bien, parce qu'en même temps, il y a eu quelques indices. Alors, rien n'empêche qu'un jour on fasse une vidéo sur ton métier. C'est parce que c'est tentant, du coup. C'est tentant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et puis là, de fait, comme je suis en retraite maintenant, je peux te dire 41 ans d'expérience dans différentes prisons, dans différents endroits, dans différents publics, y compris un passage par la protection judiciaire de la jeunesse, dans une compagnie théâtrale avec des jeunes pris en charge notamment par la justice, mais pas seulement, enfin bon. Mais merci Christian merci pour ta présence. Merci à toi de m'avoir invité sur cette expérience nouvelle du coup pour toi, complètement nouvelle. Mais complètement.